Le cocu, battu et content. Nouvelle tirée de Boccace. N'a pas longtemps, de Rome revenait certain cadet qui n'y profita guère, et volontiers en chemin séjournait quand, par hasard, le galant rencontrait bon vin, bon gîte et belle chambrière. Avint qu'un jour, en un bourg arrêté, il vit passer une dame jolie, leste, pimpante, et d'un page suivie, et, la voyant, il en fut enchanté. La convoita, comme bien savait faire. Proux de pardon il avait rapporté, de vertu peu. La dame était de gracieux maintien, de doux regard, jeune, fringante et belle, somme qu'enfin il ne lui manquait rien, fort que d'avoir un ami digne d'elle. Tant cela mit le drôle en la cervelle que dans sa peau peu ni point ne durait, et s'informant comment on l'appelait, c'est, lui dit-on, la dame du village. Messire Bon l'a prise en mariage, quoiqu'il n'ait que 4 cheveux gris, mais, comme il est des premiers du pays, son bien supplée aux défauts de son âge. Notre cadet tout ce détail apprit, dont il conçut espérance certaine. Voici comment le pèlerin s'y prit. Il renvoya dans la ville prochaine tous ses valets, puis s'en fut au château, dit qu'il était un jeune jouvenceau qui cherchait maître, et qui savait tout faire. Messire Bon, fort content de l'affaire, pour fauconnier le loua, bien et beau, non toutefois sans l'avis de sa femme. Le fauconnier plut très fort à la dame, et n'étant homme en telle pourchasse nouveau, guère ne mit à déclarer sa flamme. Ce fut beaucoup, car le vieillard était fou de sa femme, et fort peu la quittait, sinon les jours qu'il allait à la chasse. Son fauconnier, qui pour lors le suivait, eût demeuré volontiers en sa place. La jeune dame en était bien d'accord. Il n'attendait que le temps de mieux faire. Quand je dirais qu'il leur en tardait fort, nul n'osera soutenir le contraire. Amour, enfin, qui prit cœur à l'affaire, leur inspira la ruse que voici. La dame dit un soir à son mari, « Qui croyez-vous le plus rempli de zèle de tous vos gens ?» Ce propos entendu, Messire Bon lui dit, « J'ai toujours cru le fauconnier garçon sage et fidèle, et c'est à lui que plus je me fierai. » « Vous auriez tort, répartit cette belle, c'est un méchant. Il me tint l'autre fois propos d'amour, dont je fus si surprise que je pensais tomber tout de mon haut, car qui croirait une telle entreprise? Dans l'esprit, il me vint aussitôt de l'étrangler, de lui manger la vue. Il tint à peu. Je n'en fus retenu que pour n'oser un tel cas publier. Même, à dessein qu'il ne pût le nier, je fis semblant d'y vouloir condescendre. Et cette nuit, sous un certain poirier, dans le jardin, je lui dis de m'attendre. Mon mari, dis-je, est toujours avec moi, plus par amour que doutant de ma foi. Je ne me puis dépêtrer de cet homme, sinon la nuit, pendant son premier somme. D'auprès de lui, tâchant de me lever, dans le jardin je vous irai trouver. Voilà l'état où j'ai laissé l'affaire. Messire Bon se mit fort en colère. Sa femme dit, « Mon mari, mon époux, jusqu'à tantôt cachez votre courroux. Dans le jardin, attrapez-le vous-même. Vous le pourrez trouver fort aisément, le poirier est à main gauche en entrant, mais il vous faut user de stratagème. Prenez ma jupe et contrefaites-vous. Vous entendrez son insolence extrême, lors d'un bâton, donnez-lui tant de coups que le galant demeure sur la place. Je suis d'avis que le friponneau fasse tel compliment à des femmes d'honneur. » L'époux retint cette leçon par cœur. On qu'il ne fut plus forte dupe que ce vieillard, bonhomme au demeurant. Le temps venu d'attraper le galant, Messire Bon se couvrit d'une jupe, sans cornetta, courut incontinent dans le jardin où ne trouva personne. Garde n'avait, car tandis qu'il frissonne, claque des dents et meurt quasi de froid, le pèlerin qui le tout observait va voir la dame. Avec elle se donne tout le bon temps qu'on a, comme je crois, lorsqu'amour, seul étant de la partie, entre 2 draps on tient femme jolie et qui n'est point à soi. Quand le galant, un assez bon espace avec la dame eût été dans ce lieu, force lui fut d'abandonner la place. Ce ne fut pas sans le vin de l'adieu. Dans le jardin, il court en diligence. Messire Bon, rempli d'impatience, à tout moment sa paresse maudit. Le pèlerin, d'aussi loin qu'il le vit,
feignit de croire apercevoir la dame, et lui cria « Quoi donc, méchante femme? À ton mari tu brassais un tel tour? Est-ce le fruit de son parfait amour? Dieu soit témoin que pour toi j'en ai honte, et de venir ne tenais quasi compte, ne te croyant le cœur si perverti que de vouloir tromper un tel mari. Or bien, je vois qu'il te faut un ami. Trouvez-ne-la en moi, je t'en assure. Si j'ai tiré ce rendez-vous de toi, c'est seulement pour éprouver ta foi, et ne t'attends de m'induire à luxure. Grand pécheur suis, mais j'ai là, Dieu merci, de ton honneur, encore quelques soucis. À Monseigneur ferais-je un tel outrage? Pour toi, tu viens avec un front de page, mais, foi de Dieu, ce bras te châtiera, et Monseigneur, puis après, le saura. » Pendant ces mots, l'époux pleurait de joie, et, tout ravi, disait entre ses dents, « Loué soit Dieu, dont la bonté m'envoie femme et valet si chaste, si prudent. » Ce ne fut tout, car à grands coups de gaule, le pèlerin vous lui froisse une épaule, de Orion laidement l'accoutra, jusqu'au logis ainsi le convoya. Messire Bon eût voulu que le zèle de son valet n'eût été jusque-là, mais, le voyant si sage et si fidèle, le bonhomme des coups se consola. Dedans le lit sa femme il retrouva, lui conta tout en lui disant « Mamie, quand nous pourrions vivre 100 ans encore, ni vous ni moi n'aurions de notre vie un tel valet, c'est sans doute un trésor. Dans notre bourg, je veux qu'il prenne femme, à l'avenir, traitez-le ainsi que moi. » « Pas n'y faudrait, lui répartit la dame, et de ceci, je vous donne ma foi. »